Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder une thématique du climat familial, incestuel, incestueux. On va évoquer les différences, voir comment on est concerné, comment ça peut se manifester dans notre corps, comment est-ce que sans s'en rendre compte, on porte ces blessures. Des fois, on le vit, on s'en souvient pas, l'inconscient l'a complètement refoulé. Donc peut-être que si tu écoutes cet épisode, peut-être que tu portes des blessures qui dépassent ton histoire personnelle aussi. Peut-être que ton corps parle parfois à ta place, qu'il t'envoie des signaux, des douleurs, des silences. Et peut-être que tu sens quelque part en toi l'appel à te reconnecter, à guérir, non pas en effaçant, mais en transformant. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de t'emmener dans un espace où on se rencontre, c'est-à-dire celle de la mémoire du corps, la mémoire familiale, mais aussi je vais parler tantra aujourd'hui. Donc, je m'appelle Fanny Zanardelli, je suis thérapeute depuis plus de 10 ans maintenant, j'anime des constellations familiales, je travaille en psychogénéalogie, en hypnose, en art-thérapie et également j'anime des sessions de cercle de femmes en tantra. Et d'ailleurs, le prochain stage de Tantra aura lieu le 3 et le 4 mai. Il est exclusivement féminin. On aborde justement toutes ces blessures de sa lignée de femmes que l'on porte, que l'on hérite, que l'on a peut-être vécues. Et donc, il se fera à Angers. Et il est sur 2 jours cette fois-ci, donc le samedi et le dimanche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Donc pour démarrer, je vais revenir sur cette notion qui est le corps, cet héritier silencieux. Il y a en fait dans nos corps des empreintes qui sont invisibles, des réactions, des tensions, des émotions qui ne viennent pas toujours de notre vécu direct. Je l'ai observé aussi chez moi et chez tant de femmes que j'ai accompagnées. Quand une femme a grandi dans un environnement qui est marqué par la violence, par la peur, l'indifférence ou même le non-dit, le corps, en fait, il apprend à survivre. C'est-à-dire qu'il se tend, il se referme, il se coupe et parfois il tombe malade. Et même quand un événement est loin, le corps, lui, en fait, il continue à se souvenir de ce qui s'est passé. Donc, parfois, en fait, ces mémoires, elles ne viennent pas de nous. Parfois, on les porte de ce qui a été tué dans nos familles. Un abus, par exemple, qui n'a jamais été nommé, une mère qui n'a pas pu pleurer ou peut-être un père qui n'a pas su aimer. Et dans cette transmission inconsciente, c'est notre propre élan de vie qui se retrouve figé. Donc là, évidemment, c'est dans le cadre où j'ai hérité d'une mémoire. Mais je vais le développer un peu plus tard. Je vais aussi développer, si je l'ai réellement vécu moi dans ma vie, en fait, quel impact ça va avoir, à la fois sur mon corps, sur ma psyché, sur mes émotions, sur mon énergie. Moi, ce que j'ai pu observer, en fait, ce que je vois très souvent dans mon travail de thérapeute, c'est que beaucoup de femmes portent la charge émotionnelle de plusieurs générations. Elles sont loyales sans le savoir, bien souvent. Elles répètent, elles compensent, elles cherchent à réparer sans avoir les clés, sans comprendre pourquoi elles souffrent autant. Une femme qui tombe malade à un âge symbolique, qui choisit inconsciemment un partenaire qui reproduit la violence vécue par sa mère ou qui sacrifie sa liberté pour ne pas faire comme une grand-mère rejetée, tout ça, en fait, ça parle de l'invisible, du transgénérationnel. Et souvent, la culpabilité, elle vient avec. En fait, c'est comme si on n'avait pas le droit d'aller bien. Comme si les femmes avant nous, elles ont souffert, donc moi, il faut que je souffre aussi. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une autre voie qui est possible à tout ça. Et lorsque tu hérites de mémoires incestueuses ou incestuelles, ou que toi-même tu l'as vécu dans ton propre cadre familial, il y a quelque chose que vraiment j'ai envie de nommer ici, parce que c'est une réalité pour beaucoup de femmes et c'est rarement dit, c'est cette espèce de malaise aussi profond qu'on peut ressentir quand on est dans le collectif, dans les groupes, même à l'âge adulte. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dans les groupes. Tu vas y aller quand même, mais il y a une part de toi qui va prendre sur elle. C'est comme si tu avais un sentiment de ne pas trouver ta place, d'être en alerte, de scruter les regards, de vouloir être là, mais en même temps de vouloir fuir. Ça peut être paradoxal. Et tu peux être aussi dans un cercle de femmes, par exemple, comme moi, par exemple dans mes stages, c'est fréquemment le cas, tout comme dans une réunion de famille ou une soirée entre amis. En fait, ton système nerveux, il va se tendre et tu sais pas exactement pourquoi, mais quelque chose en toi se ferme, se méfie, se replie. On peut appeler ça aussi des résistances. Et en fait, c'est pas une erreur. Ce n'est pas une preuve que tu es asociale ou pas faite pour les autres, c'est pas ça. C'est la mémoire de ton corps, en fait. C'est l'enfant que tu as été, qui n'a pas été en sécurité dans le collectif. Donc peut-être à l'école, peut-être dans ta famille, peut-être face à une fratrie moqueuse, maltraitante, peut-être un parent aussi qui a pu être intrusif ou un silence lourd.
Et en fait, même si tu es adulte aujourd'hui, même si tu as fait un long chemin, cette mémoire, elle peut se réactiver dans des contextes sociaux. Et le collectif, en fait, c'est un miroir. Il peut raviver ces sentiments d'exclusion, d'injustice, de comparaison ou même de trahison. Alors, c'est pas une fatalité, mais c'est important de l'accueillir avec douceur, ça. En fait, ce que j'essaie de créer, moi, dans mes stages, c'est justement un espace où le collectif, il devient un soutien, pas une menace. Un espace, en fait, où tu peux te redéfinir d'une certaine façon dans le regard des autres, où tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à performer, à séduire ou à être forte. C'est vraiment un espace où tu peux être comme tu es, fatiguée, peut-être émue, peut-être brillante, confuse, intense, et pour autant, tu seras tenue, respectée et vue. En fait, c'est un tissage lent, mais tellement réparateur. Et donc, c'est très fréquent, moi, dans les stages, que les gens, quand ils arrivent le matin, quand on commence à faire un petit tour de cercle, un petit tour de parole, qu'on me dise que la veille au soir, ils n'avaient plus du tout envie de venir, que là, ils sont présents, mais c'est pas confortable, etc., etc. Et en fait, c'est très fréquent parce que justement, le corps réactive cette mémoire dans le collectif de finalement quelque chose qui a pu être vécu douloureusement dans l'enfance par rapport à la famille, à l'école ou autre, ou alors ça peut être aussi une mémoire que je porte. Alors justement, je vais revenir justement sur la différence entre un climat incestuel et un acte incestueux. Il y a vraiment une nuance à comprendre et justement, on va essayer de reconnaître l'impact que ça va avoir. Donc là, pour le sujet que j'aborde, c'est pas évident parce que c'est vraiment essentiel de poser des mots justes. En fait, il y a des vécus qui restent flous, qui sont confus, qui sont invisibles mais profondément marquants. Il y a d'un côté l'inceste, au sens le plus clair, donc des actes physiques, des abus sexuels commis par une personne de la famille ou considérés comme tels. Tu peux aussi très bien avoir vécu des actes incestueux par le voisin, l'ami de la famille, le comptable de l'entreprise, le machin. Ça peut être tout le monde. Et en fait, il y a aussi ce qu'on appelle un climat incestuel. Donc le climat incestuel, là, c'est plus diffus, mais c'est tout aussi déstructurant pour une personne, notamment pour les enfants. Un climat incestuel, c'est quand les frontières générationnelles et affectives, elles ne sont pas respectées. Par exemple, c'est un père qui regarde sa fille comme une femme. Ça peut être une mère qui fait de son fils son confident. En fait, un adulte qui se sert de l'enfant pour combler ses besoins affectifs, narcissiques, voire sexuels, sans jamais passer à l'acte physique, mais en envahissant l'espace psychique, émotionnel, énergétique de l'enfant. Il y a un exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est une mère qui va donc se servir de sa fille de 12 ans comme confidente et qui va commencer à lui raconter ses rapports sexuels avec son père. Là, par exemple, il y a un envahissement clair de la psyché. C'est limite un viol énergétique. Donc dans ce cadre-là, on est dans un climat incestuel. Pourtant, il n'y a pas eu d'acte incestueux. Et dans les deux cas, que ce soit un climat incestuel ou des actes incestueux, ce qui s'installe, c'est la confusion, la perte de repères, la honte, évidemment. L'enfant, il a plus de place claire pour exister. Il devient le miroir, le soutien, la source de plaisir ou de reconnaissance pour un adulte qui détourne la relation. L'enfant qui grandit dans un tel climat ou avec des actes incestueux, évidemment, ça va avoir des conséquences sur l'adulte qui va devenir. Quand on grandit dans ce type de climat, on devient souvent un adulte hyper adapté, qui scanne les besoins des autres en oubliant les siens, ou alors il va être coupé de ses sensations car le corps est devenu un lieu de danger, ou alors il va être en lutte avec les limites. En fait, ces limites, elles risquent d'être soit trop rigides, ou alors la personne va être incapable d'en poser des limites. Je parle de limites vraiment saines. Ça peut être aussi une personne qui va être hantée par la culpabilité ou la honte, même sans savoir pourquoi. Et on a aussi ce type de profil, ça peut devenir aussi un adulte qui est en quête perpétuelle de validation, d'amour, de reconnaissance, mais avec une peur panique du rejet ou de l'intimité. Et ça peut aussi donner des gens très violents à l'âge adulte parce qu'il y a eu beaucoup de colère refoulée, d'injustice. Ça peut être les femmes, hein, mais moi, je vois ça aussi beaucoup chez les hommes qui ont vécu ça dans l'enfance. Généralement, ça donne des hommes très en colère et qui peuvent tomber eux-mêmes dans la violence s'il n'y a pas eu une prise en charge. Il y a un long chemin pour réapprendre à se sentir déjà en sécurité, apprendre à dire non, parce que bien souvent, on ne sait pas le faire, et à être une personne, pas un objet.
Quand on grandit dans ce genre de climat ou qu'on l'a vécu, c'est comme si on n'est plus une personne à part entière, on est l'objet, en fait, l'objet utile ou l'objet du désir. Et c'est pour ça que j'aborde aussi la notion de tantra dans ce podcast, parce que le tantra, dans ce contexte, il peut vraiment devenir un chemin puissant, à condition qu'il soit évidemment sécure, éthique, doux et respectueux. Donc ça, moi, c'est ce que j'offre dans mes stages. C'est vraiment un chemin de reconquête vers soi, de réappropriation du corps et de libération du silence. Évidemment, c'est jamais trop tard pour ça. Hein. Faut pas se dire ah bah oui, mais bon, maintenant, voilà, j'ai plus l'âge. Peu importe. J'ai envie de vous dire, si vous sentez que c'est juste pour vous, faites-le. Et vos lignées de descendants ne pourront que vous dire merci. Alors quand cet enfant n'est plus à sa place et qui devient le pilier émotionnel de la famille, il va y avoir un hyper investissement de sa part, des loyautés invisibles qui se mettent en place et une construction du moi qui va être complexe. Lorsqu'un enfant grandit dans un climat incestuel ou dans une famille qui est émotionnellement dysfonctionnelle, il se retrouve très tôt dans une posture d'investissement affectif qui va être disproportionnée envers les adultes. En fait, il donne le meilleur de lui-même, il soutient, il porte, parce que s'il ne le fait pas, en fait, il sent que quelque chose va s'effondrer. Et en fait, c'est ce qu'on appelle donc en psychogénéalogie et en constellation familiale une loyauté invisible. L'enfant, en fait, sans le savoir, il devient le thérapeute, le sauveur ou alors le tampon émotionnel d'une mère qui est dépressive, d'un père qui est absent ou d'une famille désorganisée. Donc, dans un contexte incestuel, cet surinvestissement ou cet investissement, il prend une forme encore plus déroutante. C'est-à-dire que l'enfant est vu, il est ressenti ou même traité comme un substitut de partenaire affectif ou narcissique. On ne le touche pas forcément, hein, mais on le regarde, on lui confie trop, comme je vous parlais de cette mère-là qui parle de ses rapports sexuels à son enfant alors qu'elle n'a même pas l'âge. C'est comme si on attend de lui de l'écoute, de la présence, de la valorisation. Et en fait, l'enfant, dans son amour pur pour son parent et puis surtout dans son besoin vital de lien, il accepte cette place qu'on lui donne. Mais alors, à quel prix ? Parce que les conséquences, évidemment, à l'âge adulte, elles vont se faire ressentir. Ce que ça va créer à l'âge adulte, comme conséquence, ça va être un moi qui est construit sur la fusion, la dette et de la suradaptation. Et ce type, en fait, d'hyper-investissement, ça crée des adultes qui se sentent coupables d'exister pour eux-mêmes, donc souvent qui vont être dans le sacrifice, ou alors des adultes qui ont du mal à recevoir sans se sentir redevables, qui vont se suradapter en permanence aux besoins des autres, qui pensent qu'en fait aimer c'est porter, sauver, réparer, et qui s'épuisent, ils vont s'épuiser en fait à être à la hauteur sans même savoir pourquoi. La psychanalyste Anselin Schutzenberg, qui a créé la psychogénéalogie, en parle très bien. Elle parle de rejeu du roman familial, c'est-à-dire que si on a été l'enfant qui réparait, on devient souvent l'adulte qui choisit des relations à réparer. Et on rejoue ces schémas jusqu'à ce qu'on puisse dire « je ne suis plus ce pilier, je suis moi » et c'est suffisant. Et c'est là que tous les stages, moi que je propose en tout cas, ils prennent leur sens, c'est comme ça que moi je les vis. C'est vraiment un espace qui devient très précieux et sacré parce que dans ces stages, il y a une nouvelle expérience relationnelle qui peut se vivre. Celle en fait où on n'a pas à donner pour mériter, où on est vu sans être utilisé, où on est aimé sans être fusionné et où on est écouté sans être responsable. Et c'est là que commence une guérison très profonde, celle du soi authentique, séparé de la dette familiale, des rôles qui ont été imposés dans le passé ou des charges invisibles. Et pour développer mon propos, je vais utiliser un peu une métaphore. C'est comme si pendant des années, tu as été comme un petit arbre enraciné dans un sol sec. Tu as donné des feuilles, des fruits, parfois même ton tronc, à des racines qui n'étaient pas les tiennes. Et en fait, maintenant, il est temps vraiment de retourner la terre, de replanter ton arbre dans ton propre jardin, de t'abreuver de ta propre source. Et en fait, ce que tu donnes ne doit plus venir d'un vide, mais d'un trop-plein d'amour pour toi-même. En fait, tu n'as plus besoin d'être l'arbre du monde. Tu peux être ton propre printemps. En plus, c'est la période en ce moment, on est en plein dedans. Et si ça peut t'aider, je peux te donner une phrase d'intégration à te répéter ou à ressentir, un peu à se répéter un peu tous les jours comme un mantra. Je ne suis pas venue pour réparer, je suis venue pour fleurir.
Et je t'invite à fermer les yeux en te répétant ce mantra, à poser une main sur ton cœur ou sur ton ventre, ou peut-être une main sur le cœur, une main sur le ventre, c'est toi qui vois. Et tu répètes cette phrase intérieurement plusieurs fois pour la laisser s'infuser. Je ne suis pas venue pour réparer, je suis venue pour fleurir. Je ne suis pas venue pour réparer, je suis venue pour fleurir. Et tu peux te répéter ton mantra à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, à partir du moment où tu ressens que tu en as besoin. Je vais revenir maintenant sur ce climat incestuel, parce que quand il existe dans l'enfance, donc il peut évidemment ne pas venir toujours de gestes comme on l'a vu, mais il peut venir donc de postures intérieures, de relations inversées, de besoins parentaux projetés sur l'enfant. Et bien sûr, ça va se vivre différemment en fonction de si ce climat il vient de la mère ou du père. Alors parfois, attention, il vient des deux aussi. Car même si l'amour est présent, les rôles, en fait, ils sont plus très clairs. Et ça, c'est ce qu'on explique souvent en constellation, même en psychogénéalogie. L'ordre établi des choses est très important. Chaque personne a une place bien spécifique dans un arbre généalogique. Et là, dans ces climats incestuels, on ne sait plus trop les places de chacun. Et l'enfant, lui, il va porter le poids de tout ça. Donc je vais d'abord te faire un focus sur le climat incestuel quand il vient de la mère, et après je vais développer la même chose quand le climat incestuel il vient plutôt du père. Lorsque le climat il est incestueux ou incestuel avec maman, en fait l'inceste maternel il est souvent moins visible et moins nommé, mais ses effets ils peuvent être tout aussi déstructurants pour l'enfant. Il ne s'agit pas toujours d'un passage à l'acte physique, comme je le disais, bien que ça existe, attention, les actes incestueux de la part des mères, ça existe aussi, mais en fait c'est plus fréquemment un espèce d'enchevêtrement psychique et émotionnel. La mère, en fait c'est comme si elle colle psychiquement à l'enfant, elle ne le laisse pas exister séparément, elle projette sur lui ses manques affectifs, ses frustrations de femme ou de fille, ou alors même ses peurs de l'abandon. C'est une mère aussi qui peut être jalouse de son enfant. Donc l'enfant, en fait, il devient finalement son compagnon émotionnel, son confident, parfois même son miroir narcissique. Et dans certains cas, elle envahit son intimité physique par des gestes, des regards ou des commentaires déplacés qui ne respectent pas les frontières corporelles ou psychiques. Je vous en donne quelques-unes. Alors évidemment, on pourrait en rajouter plein d'autres. C'est tu es le seul qui me comprend, tu es mon petit roi ou tu es ma petite femme, tu es tout pour moi, tu me fais du bien, etc., etc. Dans ces contextes, l'enfant n'est plus un enfant. Il devient le régulateur émotionnel, le soutien affectif, voire le substitut d'un partenaire défaillant. Et en fait, ça crée une dissociation profonde entre son besoin de lien et son droit à l'autonomie. À l'âge adulte, alors il ou elle, il peut avoir du mal à dire non, à poser des limites et à respirer seul. Et surtout, une culpabilité immense surgit dès qu'il cherche à s'éloigner ou à se différencier de sa mère. Et parfois, ce n'est pas la mère, mais le père qui projette sur l'enfant des choses qu'il n'a pas digérées, ou qui prend une place qui n'est pas la sienne dans l'univers affectif de l'enfant. Donc avec le père, le climat incestuel, il est souvent plus facilement reconnu, bien qu'il puisse lui aussi prendre des formes subtiles, voire sournoises et diffuses. En fait, il peut y avoir une sexualisation de la relation, des regards intrusifs, des commentaires sur le corps, une absence de filtre aussi, ou encore des attitudes possessives et jalouses. Ça peut être des réflexions du type « Tu es la plus belle fille du monde, personne ne t'aimera comme moi, je te protège de tous les autres hommes ». Dis-moi tout, je suis le seul à pouvoir t'aider, etc. Encore une fois, je pourrais en rajouter plein. Donc, en fait, parfois, le père, il ne touche pas, mais il emprisonne psychiquement. Il prend la place de l'amoureux, du protecteur exclusif, de celui qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et l'enfant, qui souvent est une fille dans ce cadre-là, elle se sent en fait à la fois privilégiée et piégée. Elle reçoit de l'attention, de la tendresse, parfois même des cadeaux, ça peut aller aussi là-dessus, mais au prix de sa liberté intérieure. Et dans le cadre où l'inceste est avéré, les effets sont encore plus complexes. Il va y avoir une perte du sentiment de sécurité intérieure, une perte de l'intégrité corporelle, une perte aussi du droit à l'intimité, de la confusion entre amour et emprise. On peut vivre aussi une dissociation, une honte corporelle, un sentiment de trahison et d'indignité. Donc il peut y avoir plein d'effets
Donc là, je vous cite quelques-uns, mais encore une fois, tout ça mérite d'être personnalisé. Ça se fait dans le cadre d'une thérapie, évidemment. Ça reste des généralités que je vous donne. Et puis, il y a aussi les autres enfants, c'est-à-dire ceux avec qui on partage la maison, la table de cuisine, les silences lourds et les éclats de voix, c'est-à-dire notre fratrie. On croit parfois que les frères et les sœurs sont un refuge, un soutien. Mais dans certains systèmes familiaux, ils deviennent surtout des reflets de la douleur ou des adversaires involontaires dans une lutte pour exister et pour être aimés. Alors, j'aimerais maintenant parler en fait de ce qui se passe quand plusieurs enfants grandissent dans un climat parental toxique et comment ça peut affecter leurs liens, j'ai envie de dire aujourd'hui encore, même à l'âge adulte. Donc, lorsque une fratrie grandit dans un climat incestuel ou incestueux, où le climat familial il est empreint d'intrusion, de confusion émotionnelle ou de violence symbolique, voire réelle, la fratrie, elle ne peut pas se développer librement. Les enfants, ils ne sont plus simplement frères et sœurs, ils deviennent des extensions du système familial, des rôles en miroir, souvent en compétition pour la reconnaissance, la survie ou l'amour parental. Et ce qui est intéressant d'explorer, en fait, ce sont tous les rôles imposés, figés et verrouillés, parce que dans ces systèmes, chacun prend une place, parfois très tôt, pour sauver le parent, pour maintenir l'équilibre. Et on se retrouve souvent avec les mêmes archétypes, à savoir, on va retrouver l'enfant sage qui se sacrifie pour ne pas déranger, l'enfant rebelle qui crie ce que personne n'ose dire, l'enfant invisible qui s'efface pour ne pas gêner, l'enfant parentifié qui devient le soutien de l'un des deux parents, et l'enfant fusionnel avec le parent qui prend la place de l'autre. Et en fait, ces rôles, ils sont souvent évidemment inconscients. Ils créent des tensions, des incompréhensions ou des silences violents entre frères et sœurs. Et en fait, ils ne peuvent pas vraiment se rencontrer en tant qu'enfants ou adolescents, car chacun porte un fardeau qui ne lui appartient pas. L'autre item qu'on retrouve souvent, c'est la compétition, la jalousie, ce qu'on appelle la triangulation. Quand l'amour il est conditionnel, voire rare ou toxique, les enfants ils peuvent se jalouser, ils vont se comparer, se rejeter, au lieu de s'unir. Par exemple, une sœur qui est fusionnelle avec sa mère, elle peut être perçue comme la préférée. Un frère qui s'enfuit de la maison, il est jugé égoïste, alors qu'en fait, le mec, il sauve sa peau, c'est juste ce qu'il est en train de faire, il est en mode survie. Ou alors, un enfant qui est plus proche du père, ça peut provoquer le rejet des autres. Les liens, ils deviennent ambigus, blessés, parfois irréparables. Sauf évidemment quand on vient les éclairer avec conscience, à partir du moment où tu prends tout ça en main, que tu travailles sur ton arbre, sur tes liens et que tu acceptes de regarder les choses telles qu'elles sont. Tu le fais à la fois pour toi, mais aussi pour tes enfants si tu en as, ou aussi pour tes neveux, nièces, etc. Et le troisième item, ça donne une fratrie qui est incapable de se soutenir. Dans ces familles, on pourrait croire que les enfants vont naturellement se soutenir, mais c'est souvent l'inverse. Ils reproduisent la dissonance du système et ils deviennent eux-mêmes les agents de l'exclusion. Ça peut donner des phrases du type « mais pourquoi tu racontes ça? Tu inventes, tu mens ?» ou alors « t'as toujours été celle qui faisait des histoires ?» ou alors ça peut donner aussi « moi ça aussi je l'ai vécu, moi aussi j'ai vécu la même chose et je m'en plains pas ». En fait, ces phrases qu'on entend dans les fratries blessées, elles renforcent l'isolement de celui ou de celle qui ose voir ou parler. L'enfant ou l'adulte qui dit la vérité, il devient souvent le mouton noir, le danger pour la paix apparente. Dans les systèmes familiaux, celui qui va bosser dessus, en fait, souvent, voilà, il prend cette place pas agréable, c'est le vilain petit canard, entre guillemets, mais surtout, les gens qui veulent pas voir les dysfonctionnements, ça va les mettre en danger, en panique, parce que finalement, ça va venir gratter le vernis qui a été mis en surface. Moi, j'en vois plein, des familles où on pourrait se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont tous gentils, oh là là, c'est agréable de passer un moment, machin, machin. » Oui, alors les apparences sont très jolies, mais alors si tu grattes un peu le vernis, le système familial en dessous, il est complètement toxique, sauf que personne ne veut parler, personne ne veut regarder, tout le monde est dans le déni. Et souvent, il y aura quelqu'un de défini dans l'arbre généalogique pour aller bosser sur lui. Donc il n'y a pas de soutien dans ces fratries-là, et pourtant, il y a une mémoire commune. Même s'il y a silence, éloignement ou rejet, la fratrie, elle reste porteuse d'un inconscient commun. Et en fait, ce qui n'a pas été digéré chez l'un peut se réveiller chez l'autre. Et parfois, des années plus tard, une guérison, elle devient possible parce que les rôles ont été revisités, parce que la parole se libère, parce qu'un lien vrai peut enfin émerger.
Alors, quand les liens du sang, ils ont été tissés dans la peur, dans le manque ou la confusion, il est parfois nécessaire de s'éloigner pour se retrouver soi, non pas pour exclure, mais pour se réparer. Ces phases-là, elles sont normales si vous la vivez en ce moment, ou vous l'avez vécue. Surtout, faites-vous confiance. Des fois, on n'est pas en train de s'exclure du système, on est juste en train de faire une pause, on va dire ça comme ça. On s'éloigne de tout le système pour pouvoir se remettre en lien avec soi-même, se réparer et retrouver sa structure personnelle. C'est vraiment, je reprends mon image de l'arbre tout à l'heure, c'est vraiment je plante mon arbre dans mon propre jardin et j'arrête de nourrir tout le monde. Car il existe un autre lien, un lien plus profond encore que celui de la généalogie, c'est le lien à soi. Et c'est là que commence la véritable réparation, dans le corps, dans le souffle, dans l'écoute fine de ce qui en nous demande enfin à être vu, à être aimé et à être resacralisé. Parce que l'auto-sabotage transgénérationnel, quand on répète ce qui a été blessé, ça peut se répéter sur plein de générations. Il arrive parfois qu'on répète sans comprendre, qu'on échoue alors qu'on se bat de toutes ses forces, ou alors qu'on attire à soi les mêmes schémas relationnels et qu'on sabote une opportunité qui finalement était juste avant qu'elle s'ouvre vraiment. Et en fait, on appelle ça l'autosabotage. Même quand il prend racine dans l'histoire de notre lignée, alors que ce n'est pas juste un problème de confiance en soi, c'est une loyauté inconsciente envers notre système familial. Pour le simplifier, c'est on répète pour appartenir. Dans les familles marquées par les traumas, la souffrance ou la honte, il y a souvent un message non dit mais puissant, c'est reste à notre niveau, ne fais pas mieux, ne réussis pas trop, ne t'épanouis pas complètement. Un enfant, même devenu adulte, il peut s'auto-limiter pour ne pas trahir le système. Il échoue pour rester fidèle. Il se rend invisible pour ne pas réveiller la douleur des anciens. Il s'interdit la joie, la prospérité, la liberté, parce que cela reviendrait à dépasser ceux qui l'ont précédé, et donc à les abandonner. Alors, ça ne vient pas de la mauvaise volonté, mais plutôt d'un amour familial mal placé, un amour qui sacrifie l'élan de vie pour rester loyal à ceux qui ont souffert. Cela engendre que l'enfant devient le gardien du trauma. Parfois, l'autosabotage, il devient même une fonction familiale inconsciente. L'enfant porte en lui du non-dit, de la colère qui n'a pas été exprimée, des abus qui ont été étouffés. Et en fait, il se met en échec dans ses projets, dans ses relations, dans son corps, par fidélité à une douleur qu'il n'a pas choisie. Et tant que ce lien, il n'est pas rendu conscient, l'adulte continue à saboter son propre bonheur. Parce qu'en fait, au fond de lui, il croit que réussir, ce serait une trahison. Mais il est possible de faire autrement, de revenir à soi pour rompre le pacte invisible, non pas en rejetant sa famille, mais en se disant intérieurement, en fait, c'est « je vous rends votre histoire, je vous rends votre douleur, je vous aime et je choisis de vivre ». En fait, rompre l'auto-sabotage, c'est réintégrer son pouvoir personnel. C'est oser être pleinement vivant, même si personne ne l'a fait avant nous. C'est revenir dans le corps, là où le non-verbal se libère. C'est aussi faire le choix, par exemple, du tantra ou des constellations, de l'amour libre, du souffle, de l'ancrage, comme une réponse sacrée à l'histoire de la souffrance. Et les traces que ça va laisser dans l'adulte, ça va être de la confusion, de la culpabilité, de l'isolement, de la peur du rejet. Dans les deux cas, que ce soit ce climat incestuel ou incestueux, il soit installé par la mère ou le père, ces climats toxiques qui produisent une profonde ambivalence à l'âge adulte. On peut ressentir de la colère mêlée à de la culpabilité, une envie de s'éloigner mêlée à une loyauté viscérale, un désir de lien mêlé à une méfiance extrême. Et parfois, la conséquence la plus douloureuse, c'est que l'adulte ne sait plus ce qu'est une relation saine. Il ou elle, en fait, confond amour et dépendance, sécurité et sacrifice, proximité et intrusion. Et puis, il y a autre chose, une douleur plus silencieuse encore, celle de se montrer dans un groupe, dans un cercle, dans un espace collectif et de ne pas se sentir à la hauteur. Peut-être que tu ressens cette peur de parler trop ou pas assez, d'être trop intense, trop fragile ou trop différente, ou pas assez intéressante, pas assez spirituelle, ou pas assez avancée. Et alors là, tu te compares.
Tu te compares à cette femme qui semble à l'aise dans son corps, à celle qui sourit, qui rayonne ou qui ose, ou qui va pleurer avec grâce. Et en fait, à l'intérieur de toi, dans ces moments-là, tu as une petite voix qui te dit « Tu vois, t'es pas à ta place ici, elles sont mieux que toi, t'es en décalage. » Et bien en fait, cette voix-là, elle ne parle pas de toi. Elle parle de ton histoire. Elle parle de la petite fille qui n'a pas été validée, qui n'a pas été reconnue et protégée. Elle parle en fait de ces moments où tu t'es montré et où on ne t'a pas respecté, ou alors on t'a ignoré, ou alors on t'a fait taire. Alors maintenant, ton système, en fait, il te protège. Il veut t'éviter d'être blessé à nouveau. Et c'est pour ça que oser être vu, ça devient en fait un acte courageux, un acte sacré. Et dans mes stages, moi, c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer, on ne guérit pas en se réparant pour être aimé. On guérit en osant être vrai, être authentique, même si on tremble. Et parfois, en fait, dans ce moment exact où tu oses, où tu dis j'ai peur, je me compare, je ne me sens pas à ma place, et bien en fait, c'est à ce moment précis que le lien le plus profond, il se crée. Parce que la vérité, c'est que finalement, au fond de nous, les femmes, on a toute peur. Ou alors on a tout eu peur à un moment. Et en fait, la force des stages, la force du cercle qui est créé, c'est de ne pas t'y laisser toute seule. C'est vraiment un soutien, un moment d'espace de compassion, d'accueil. Un truc hyper bienveillant où tu peux te sentir bien avec toi, mais avec les autres. Et c'est en ça que ça répare aussi. Au-delà même de toutes les structures que je vais proposer. Et c'est en cela que le tantra, c'est un chemin de réconciliation. Alors contrairement à ce qu'on imagine parfois, le tantra n'est pas d'abord une voie de plaisir sexuel ou d'exploration de l'autre, c'est surtout une voie de réintégration. Moi, c'est comme ça que je vis le tantra. Je sais qu'il y a plein de formes de tantra. Moi, en tout cas, pour moi, c'est vraiment... Je me réconcilie avec moi-même, je me libère de mes traumas. Le tantra, c'est un chemin qui ramène la conscience dans le corps, dans chaque sensation, chaque souffle, chaque émotion. C'est vraiment un art de se laisser toucher par soi-même, de se dire oui, là où on s'est souvent dit non en fait. Et pour les femmes blessées, les femmes qui ont été coupées de leur corps par les traumas, par la peur, par la honte, le tantra, ça devient un pont. C'est un chemin vers la sécurité intérieure, vers le plaisir sacré et vers la dignité retrouvée. Moi, je crée vraiment mes stages comme des sanctuaires, des lieux où vraiment il n'y a aucune performance qui est demandée, où chaque femme peut venir avec son histoire, ses doutes, ses colères, ses blocages, et être accueillie tout simplement comme elle est, avec ses émotions de l'instant. Donc, ce que j'ai observé, moi, dans les stages, j'ai vu des femmes qui arrivaient fermées, méfiantes, le corps tendu, et qui, à leur rythme, retrouvaient la douceur, la respiration et le rire. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui est dit, c'est que il y a le visage avec lequel on arrive le premier jour du stage, et il y a le visage libéré, ouvert, souriant, avec lequel on repart à la fin du stage. Alors, je dis pas qu'on repart toujours hyper bien, épanoui, etc. Évidemment, on peut aussi repartir en ayant pris conscience de choses importantes pour soi, qui vont être encore à travailler. Mais dans la majorité des cas, les gens repartent quand même avec le visage très ouvert. Parce qu'évidemment, encore une fois, moi, pendant les stages, j'ai vu des larmes libérer aussi des générations du silence, et ça, c'est magnifiquement beau. Des ventres qui se détendent, des voix qui s'élèvent alors qu'elles étaient restées muettes depuis l'enfance. Et ce qui me touche à chaque fois, c'est la beauté du collectif. Car quand une femme, elle ose guérir, c'est toute une lignée qui commence à respirer. Donc finalement, la question c'est, et toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Peut-être que tu sens que ce que tu vis dépasse ce que tu comprends, que ton corps il t'envoie des messages, que tu ressens un besoin profond de transformation, mais que tu ne sais pas par où commencer. En tout cas, moi ce que je veux te dire, c'est que tu n'es pas seule et que tu n'as pas apporté tout ça sans espace, sans soutien pour y être accueilli. Donc si tu sens que ce que j'évoque ici, là, maintenant, ça résonne en toi, que tu as envie d'explorer ton corps autrement, de sentir ce qu'il a à te dire, de retrouver la femme libre et vivante que tu es, moi je t'invite à rejoindre mon stage de Tantra pour femmes le 3 et le 4 mai. C'est vraiment un cadeau que tu te fais. C'est un espace intime qui est bienveillant, très sécure et que j'anime avec le cœur et la conscience de ce que vraiment nous les femmes on porte à l'intérieur de nous.
Donc si ton cœur il t'appelle, n'hésite pas à me contacter, à m'écrire, à m'appeler et je serai là pour t'écouter. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'exister, de ressentir, de chercher la vérité. Garde à l'esprit que tu n'es pas seul et tu n'es pas brisé. Tu es juste en train de renaître à ton rythme, dans ton corps, avec ta propre lumière. Donc je te dis à bientôt et prends bien soin de toi.